Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons évoquer les sorties DVD Blu-ray 4K du mois de juillet. Comment allez-vous les gars? Très bien, très bien. En forme? Ça va. Vous êtes prêts à affronter ces sorties, à faire exploser votre porte-monnaie éventuellement? Ça va faire mal. C'est limite. Après le mois de juin, ouais. On va rester mesuré. Oui. Tu sais que mois d'août et septembre, ça va être compliqué pour notre compte en banque, donc on va essayer d'être très sélectif. Alors, comme d'habitude, on va commencer par les films qu'on n'achètera pas. Jules, y a-t-il un film que tu n'achèteras pas en ce mois de juillet 2020? Il y a QT8, le documentaire sur Quentin Tarantino, qui revient sur ses 8 premiers films donc. L'as-tu visionné? Oui, je l'ai regardé puisqu'il était en ligne, et je ne sais pas s'il l'est toujours, sur YouTube. Arte en fait l'a diffusé sur sa chaîne. Gratuitement du coup? Gratuitement, ouais. Avant de l'avoir sorti en physique? Exactement, ouais. C'est bizarre. Ouais, c'est étonnant. C'est Arte qui l'édite Ouais. D'accord. Et c'est sympa. c'est plutôt sympathique, ouais. Arte fait généralement ça, donc c'est vachement cool. Faut regarder la chaîne d'Arte, chaîne YouTube, et même le Arte TV Replay, qui offre pas mal de films documentaires et de fiction gratos. Donc Ouais, ça, mais c'est... commercialement, c'est se tirer quand même une balle dans le pied, quoi. Et après, c'est une manière de faire de la promo, du bouche à oreille aussi, peut-être. Ouais, puis c'est classe. Enfin, tu aimes, tu achètes, et t'aimes pas, t'achètes Ouais, pas. ouais, Enfin, ouais. c'est plutôt cool, quoi. Mais je n'achèterai pas ce film car il est assez anecdotique en fait. Moi j'aime les documentaires sur On les... l'avait pressenti, Franck. Ouais. On en avait parlé du commandé. Je l'avais dit, ça, à mon avis, ça va être pas très bon. Ouais. Mais en fait, excuse-moi, t'as recoupé. Ouais, t'inquiète. Non, c'est un documentaire qui est qui parle des anecdotes, du ressenti des gens qui travaillent autour de Quentin Tarantino. Donc c'est satisfaisant si on est fan de son cinéma. Mais à vrai dire, on va pas apprendre grand chose sur ses films, quoi. Si on a envie d'apprendre, en fait, je recommande la rétrospective, le livre Tarantino, Quentin Tarantino, que tu avais déjà Très exposé bon dans une des vidéos. Effectivement. Franck, y aura-t-il quelque chose que tu n'achèteras pas? Oui, je n'achèterai pas Emmanuel et les derniers cannibales. Ah. Voilà, parce que Merci, juste Franck. le titre sonne pas bien, donc voilà. C'est juste par rapport au titre. Oui, parce que T'as raison. voilà, je Parce sais que rien de ce film. En même temps, t'as jamais aimé les femmes qui s'appelaient Emmanuel? Si, j'en ai aimé Oh, d'amour, mais raconte-nous, Ah. Franck. je ne peux pas. Ce serait trop long à expliquer. et voilà. Elle risquerait de te reconnaître. C'est- Et... Ouais. Bah, déjà, si elle nous regarde, je dis bonjour, mais ça m'étonnerait. Déjà, je pense que elle m'a oublié. Mais personne Non. ne peut t'oublier. Elles m'ont oublié. Oh. Non, bon, bref. Emmanuel voilà, non. Rand prouve que c'est une femme, hein, tu me diras. C'est ça. Alors, Et toi donc, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'achèteras pas? non. Et toi donc, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'achèteras pas? Je n'achèterai pas le coffret 4K Ready Player One qui est réédité une nouvelle fois parce qu'on est un peu pris pour des vaches à lait. Ils aiment bien ça en ce moment, nous faire dépenser de l'argent alors que c'est pas forcément utile. Il y a énormément d'œuvres d'anciens films qui n'ont pas été édités en haute définition, qui mériteraient un soin particulier. C'est dommage quand même de s'acharner sur des œuvres qui ont été vues et revues et qui sont déjà dans des superbes coffrets. Hein. Ready Player One, vous pouvez trouver un excellent coffret qui est toujours dispo avec une espèce de forme VHS, je crois. Avec le livre à l'intérieur. Avec le livre à l'intérieur, des goodies, etc. Donc, enfin, je vois pas trop l'intérêt là de. C'est vraiment pas le truc qui me fait acheter un. Non, moi non plus. Mais je veux dire, d'où justement le fait qu'il n'y ait pas nécessité à ressortir une nouvelle édition. Donc bon, c'est un peu, ça sert à rien. On va passer aux curiosités, c'est-à-dire les films qui nous titillent un petit peu, ceux dont on se dit, tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? Jules, Oui. quelle est ta curiosité du mois? Alors moi j'en ai 3. 2 qui viennent du même réalisateur, puisqu'il y a la sortie de La Messe est finie et de Bianca, donc qui sont des films de Nanni Moretti, donc 2 comédies des années 80, dont je ne sais pas grand chose, mais j'ai vu 3 films de Nanni Moretti, donc Journal intime, Mia Madre et Habemus Papam, que j'ai adoré, et franchement j'ai vu une véritable inventivité dans ce cinéma, et aussi un grand acteur, puisque le cinéaste est aussi acteur, soit secondaire, soit principal. Bon, très bien. Et ta deuxième curiosité, enfin ta troisième du coup, ce serait quoi? Ça serait An Elephant Sitting Still, donc c'est un film chinois qui est sorti en 2018, si je me trompe pas. Un film de 4 heures. Joli, si je ne me trompe pas. Un éléphant. On a compris. Vas-y, continue. J'ai envie de le défoncer. Allez, vas-y, balance. Et donc c'est un film de 4 heures sombre. Et donc c'est un film qui raconte l'histoire de 4 jeunes qui sont un peu perdus dans l'immensité de la Chine. Le cinéma chinois qui est trop méconnu. Complètement. Et c'est ouf. Il y a tellement d'œuvres incroyables dans ce cinéma que... Enfin vraiment, c'est... S'il y avait un cinéaste chinois que tu devrais recommander, que tu aimerais recommander aux gens, ce serait qui? Le plus connu, Wong Kar-wai, je pense. Ouais. Lui, il est vraiment Checking Express ou In the Mood for Love, c'est quand même fabuleux. C'est du grand cinéma. Est-ce que tu Chungking penses Express, moi j'ai beaucoup aimé. Par contre, In the Mood for Love, je l'ai trouvé chiant comme la pluie. Mais bon, je l'ai vu au cinéma à l'époque. Il est tellement vénère. Ah ouais, non, c'était. Il était.
Très bien. Et toi, Franck, du coup, quelle serait ta curiosité en ce mois de Alors moi j'ai juillet une curiosité, il y a une réédition, je crois que c'est ESC qui réédite une créature de rêve de John Hughes. Et c'est un film que je n'ai pas vu et que je suis curieux de voir. Qu'est-ce qui t'attire du coup? John Hughes. Donc, parce que j'avais Tu es attiré beaucoup par John aimé, Hughes non, mais par sa filmographie, j'avais oui. beaucoup aimé Breakfast Est-ce que Club. c'est un copain d'Emmanuel ou pas? Emmanuel Hughes? Non, je connais pas. non. Donc j'ai beaucoup aimé Breakfast Club, la folle journée de Ferris Bueller. Voilà, et donc j'ai pas vu ce film-là. Il est réédité, c'est l'occasion de le redécouvrir. Très bien, merci Franck. Alors moi je vais zapper sur les curiosités parce que j'ai beaucoup de coups de cœur. Donc je vais attaquer direct avec un coup de cœur. J'accapare un petit peu la parole, ne m'en veuillez pas. Non, ça va attaquer. Il y a Halloween 4 que je veux avoir. Halloween c'est trop bien. Ouais. Halloween? Non, ça fait partie de ces sagas qui sont complètement imparfaites et moi je c'est moins me qu'on puisse dois dans... Je sais pas pourquoi, j'aime tellement cette saga qu'il pourrait sortir des épisodes complètement anecdotiques, ce qui a souvent été le cas, que vraiment Il y en a 8, non, d'épisodes anecdotiques. Non, c'est faux, Non. c'est faux. C'est une saga très, très intéressante justement. Mais il y a des faux pas. Bon, le 4 et le 5 sont pas des le films 6. super, mais par contre, c'est des films que je me dois d'avoir. D'ailleurs, ce serait super, et là je lance un appel aux éditeurs. Si ESC par exemple, là, si vous arrivez à nous pondre un espèce de coffret qui puisse emballer l'intégralité des Blu-ray, alors je sais que c'est pas évident parce qu'il y a peut-être plusieurs formats, mais en tout cas ce serait cool d'avoir l'intégrale du coup regroupée avec un seul visuel. Je dis ça comme ça. Ça intéressera, je pense, beaucoup de monde. Mais en plus d'Halloween, il y a le film Horribilis de James Gunn qui sort, un film d'horreur à la belle époque de James Gunn, parce qu'après il s'est un petit peu enfermé dans les Marvel et c'est un peu dommage parce qu'il a beaucoup de créativité. Ce gars, il est très très original, dynamique et ça se ressent dans son cinéma. Et justement, ça se ressent aussi dans Horribilis, qui est un film d'horreur assez jouissif au final, assez gore et en même temps un peu burlesque. Ça parle de quoi? Parce que moi, je n'ai jamais vu. C'est un espèce de... Je vais pas te rappeler l'histoire parce que ça fait longtemps que je l'ai vu, mais c'est une histoire de métamorphose avec un humain qui se transforme en monstruosité. D'accord. Et c'était bien. Je sais que c'est un des... Dans mon souvenir, en tout cas, un des meilleurs films de James Gunn, en tout cas un des plus ambitieux parce qu'on découvrait justement la patte Gunn et on comprenait qu'on avait affaire à un réalisateur qu'il fallait suivre. Ensuite il y a le Blu-ray de Fantasme, le premier du nom parce que c'est une... comment on appelle quand il y a 5 films, une saga? Une pentalogie? Ouais, ça se dit ça? En tout cas une saga avec 5 films et donc les 2 premiers sont réédités en single. Fantasme c'est une saga très intéressante aussi de Don Coscarelli, film très atypique dans son ambiance. C'est un univers atypique de série B un peu qui nous emmène dans une contrée que l'on n'a jamais explorée. C'est un voyage dans un monde irréaliste, fantastique. Et c'est à la limite de la science-fiction et du gothique. Complètement. Puis il y a un côté parodique aussi à ce film, à cette saga. Et voilà, avec un espèce de croque-mort qui fait un peu flipper, très fantasmagorique cet univers. Franchement, moi je trouve ça vraiment bien. Du coup, pourquoi vous conseillez le premier? Parce qu'en fait, c'est une saga assez particulière. Toi, ça t'a pas plu, Franck? Justement, si vous voulez savoir si ça vous intéresse ou pas, je vous invite à visionner ce premier film. Et si vous n'aimez pas, ça sert à rien d'aller plus loin parce que tout est dans le même esprit. Tout se tient de A à Z. C'est vraiment... il a réussi à faire une saga cohérente qui se tient à la fois par son univers et par son histoire. Donc... il y a combien d'années entre le premier et le dernier épisode? Tu me poses une question à laquelle je ne te répondrai pas, Franck. D'accord. Parce que je n'ai pas envie de te répondre. J'ai bien compris. Et enfin, nous avons la ressortie en haute définition des premiers films de Spike Lee. Alors pas encore Do the Racing, mais il y a en tout cas Mo Better Blues et Jungle Fever qui vont sortir au mois de juillet. Et ça, c'est une putain de bonne nouvelle parce que les premières œuvres de Spike Lee sont celles qui sont, j'allais dire, les plus intéressantes, mais en tout cas qui dépeignent le personnage Spike Lee avec ses intentions, ses motivations et ses messages politiques. C'est là où il est le plus militant en tout cas. Exactement, c'est là où il est le plus militant, ouais. Tu veux dire un mot sur Spike Lee Moi je suis très fan de son cinéma, je trouve qu'il s'est perdu quand même pendant bien 15 ans. Notamment où il a fait un remake horrible de Old Boy, mais il est quand même revenu là récemment avec Black Landsman, moi qui a gagné le Grand Prix du jury à Cannes et que j'ai adoré. Je crois que c'était un de mes films préférés de 2018, si ce n'était mon préféré. Moi j'ai été vraiment fan de ce film. En plus il y avait Adam Driver dedans, donc
j'adore encore plus. Mais j'ai pas encore vu son dernier film là sur Netflix, donc je suis curieux. Non plus. Voilà. Je me remets toujours pas de Old Boy du remake. Je comprends pas en fait. Parce que comment un réalisateur comme ça, qui est engagé pour le coup, qui a toujours quelque chose à véhiculer au travers de ses films, il a vraiment clairement des choses à dire lui, tu vois. Ouais, mais même dans ses films de commande comme Inside Man par exemple, je trouve qu'il arrive quand même à rester dans ce propos-là, tout en étant efficace, mais il vend pas son cul, quoi, on va dire. Et là, dans Old Boy, il ne dit rien. Ah oui, non. Justement, à part faire un remake sauce US. Mais je savais pas que c'était lui pendant longtemps en fait. Ouais. Pour dire. Donc je comprends pas parce que c'est vrai que c'est un mec qui a plutôt des valeurs, tu vois, qu'il aime soutenir. Moi, ce que je comprends pas, c'est déjà de l'utilité de faire un remake d'All Boy. Quoi. Non, mais à la limite, tu veux exporter ça aux États-Unis. C'est bien connu qu'ils reprennent les films étrangers et tout. Surtout asiatiques. Même si c'est contestable. Ça se fait, tu vois, le fait que le film existe, voilà, mais ce qu'il en a fait, lui, en tout cas, je comprends pas pourquoi. Ça aurait pu être réalisé par n'importe qui d'autre. C'est ça, exactement. La différence, quoi. Exactement. Bien, moi j'ai fait le tour, donc allez-y les copains pour les coups de cœur Blu-ray. Alors mon coup de cœur, c'est un film de John Badham. Boom. Oui. Qui s'appelle Comme un oiseau sur la branche avec Mel Gibson et Goldie Hawn. Mel Gibson. Alors film de la fin des années 80, je crois. Hein. Oui. C'est ça. Après, c'est une découverte de vidéoclub, c'est comédie d'action. C'était plutôt sympathique et je serais curieux. Dans laquelle on retrouve Mel Gibson un petit peu à contre-emploi. Il avait l'habitude de jouer un peu des gros durs, plutôt flic, donc plutôt du bon côté. Et là, il bascule du côté. C'est un voyou, je crois, qui ressort de prison. Ouais, comme ça. Mais bon, après, c'est le plus sympathique des voyous et c'est le côté. C'est Mel Gibson. Oui, non, mais voilà. Et puis après, il est proche. Moi, je trouve qu'il est proche de son style qu'il adopte dans L'Arme Fatale 2 bien et sûr, 3. Tu vois, ce côté un peu humour, un peu. Et puis d'ailleurs, il a la même coupe que dans L'Arme Fatale 3. Je trouve que ça s'est tourné un peu à la même période. Ce qui fait que ceux qui ont aimé L'Arme Fatale aiment. L'Arme Fatale. Tu penses 3, que les gens aiment ça grâce à sa coupe de cheveux, du coup? Je sais pas. C'est moi le sujet capillaire. Est-ce que tu aurais aimé avoir la coupe de Mel Gibson? Non, la coupe mulet, si tu veux. Maintenant, c'est plus trop en vogue. Mais bon, mais quand bien même, non, je m'accepte tel que je suis. Bref, on s'en fout. C'est beau. Voilà, une comédie d'action. C'est juste parce que j'ai envie de la revoir, parce que je me souviens qu'à l'époque, quand je l'avais découvert, j'avais passé plutôt un bon moment. Ouais, c'était un bon film, ça se trouve, ça a très mal vieilli, quoi. Donc, et c'est édité chez Rimini, je crois. Ouais, donc c'est l'occasion justement de le redécouvrir, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui nous regardent qui connaissent pas forcément ce film. Ouais. Voilà. Très bonne idée. Dont moi, je connaissais pas. Très bien. T'as une idée, un autre coup de cœur, toi, Jules? Oui, moi, ça sera La Dernière vie de Simon, le film de Léo Carman, le fils de Sam Carman, donc Émile, dans La Cité de la Peur. On peut tromper 1000 fois une personne, mais non, on ne peut pas tromper une fois 1000 personnes. Non, on peut 1000 fois tromper une personne, mais pas 1000 personnes. Non, on ne peut pas tromper 1000 fois une personne. On peut tromper 1000 fois une personne. Non, c'est pas on ne peut pas. Non, on ne peut pas tromper 1000 fois une personne. Non, mais on peut tromper une fois 1000 personnes. Non, 1000 fois une personne. Tu te trompes. On ne peut pas tromper 1000 fois une personne, non. mais 1000 fois une personne. Non. On ne peut pas. On ne peut pas tromper 1000 fois. Non, une fois 1000 personnes. Non, on ne peut pas tromper 1000 fois. Mais non, on ne peut pas tromper 1000 fois 1000 personnes. Non, on ne peut pas tromper 1000 personnes une fois. Mais non, on ne peut pas tromper. Mais non, on ne peut pas tromper 1000 fois une personne. Mais on peut tromper une fois 1000 personnes. On peut tromper une fois 1000 personnes. Si, on peut tromper une fois 1000 personnes. Mais oui, c'est ce que je dis. Donc mais par contre, on ne peut pas tromper 1000 fois une personne. Non, t'as dit on ne peut pas tromper 1000 fois 1000 personnes. Non, j'ai dit une fois 1000 personnes. Je ne comprends plus ce mec. Bref. C'est un film de science-fiction qui raconte l'histoire d'un jeune garçon en fait qui a la possibilité de se métamorphoser lorsqu'il touche une autre personne. Donc il la touche, puis plus tard il peut se transformer en prenant son apparence. Ce qui se passe, c'est qu'il est orphelin et donc il va se lier d'amitié avec d'autres enfants. Alors je n'en raconte pas plus. Excuse-moi de te couper. Ouais. Quel est l'intérêt pour lui de prendre l'apparence d'autres personnes? Est-ce que c'est pour se sociabiliser, avoir une vie qu'il ne peut pas avoir Ouais, c'est la séquence d'ouverture par exemple, c'est il sort de l'orphelinat pour aller acheter une barbe à papa. Par exemple. Et après, ça va aller beaucoup plus loin. Il se fait passer pour un adulte pour pouvoir sortir de l'orphelinat. D'accord. Voilà. Donc ça lui permet des choses comme ça, un peu légères. Mais après, le film est assez intéressant parce c'est comme deux films en un en fait. C'est-à-dire que le début peut se voir comme un court-métrage de 30 minutes où il y a une première intrigue. Et là, il va y avoir un rebondissement. Et à partir de là, on va aller dans quelque chose d'un peu plus grave. Le film s'inscrit tout à fait dans les influences de Carman. Quelqu'un qui a grandi avec les films Amblin, voilà, donc c'est un film Spielbergien, je pense, on peut le dire. C'est générationnel, quoi. C'est vraiment, effectivement, il a grandi avec Spielberg, il s'en est inspiré, et tous les jeunes
ou plus ou moins jeunes cinéastes s'inscrivent vraiment dans cette mouvance-là, puisqu'on commence à avoir une émergence du cinéma de genre en France. Ouais. Et justement, toute cette influence-là pop culturelle commence à se retrouver dans le cinéma français. L'inconvénient, c'est que ils sont très mal distribués et ils font pas beaucoup d'entrées, quoi. Et pourtant, ce sont des films qui valent vraiment le coup, le détour, quoi. Ouais. Et pour le coup, c'est vrai que c'est une vraie bouffée d'air frais dans le cinéma français. Hein. Là, il y a des tentatives de cinéma qui sont absolument brillantes. Et c'est un film en fait où on retrouve vraiment un esprit émerveillement du cinéma aussi. Et ça fait vraiment plaisir aussi de voir ça, surtout dans le cinéma français qui n'est pas accoutumé à ce genre de production. Et ça prouve qu'on peut faire des films comme ça. Donc moi je pense qu'il faut soutenir des films de ce type. Et donc c'est l'occasion de l'acheter en Blu-ray, quoi, pour qu'on ait, même si vous appréciez pas spécialement le film en fait, mais pour qu'on ait des productions qui se rapprochent de ce standing là en fait, qui est d'autres tentatives de ce genre là en fait. D'où l'importance du support physique aussi, Voilà. c'est justement parfois de redonner une chance à des œuvres qui passent un petit peu inaperçues. Complètement. Notamment parce qu'ils sont parfois très mal distribués. Je sais qu'il y en a plein qui nous regardent et qui disent mais qu'est-ce que c'est, parce que tout simplement il n'est pas passé dans les salles chez eux. Bah déjà il passait qu'en cinéma d'art et d'essai, quoi. Ouais, Parce ouais, que le Gaumont tout ça, non, on a dû le voir dans une petite salle. Voilà. Mais bon, c'est un film moi qui m'a pris aux tripes, qui m'a vraiment remué et j'ai adoré. Donc si vous aimez Spielberg, peut-être que vous accrocherez à La dernière vie de Simon. Très bien, c'est bien vendu en tout cas. Et si nous passions au coup de cœur 4K pour ce mois de juillet 2020? Ouais. Franck. Alors, j'ai un truc à dire sur les coups de cœur 4K. Le mois dernier, j'avais parlé en coup de cœur 4K de la sortie des Blues Brothers, qui est sortie effectivement Tout à fait. le 24 juin dernier. Je l'ai commandé et je l'ai réexpédié Manu Militari, on va Il est dire. arrivé cassé? Non, il est arrivé en parfait état, tout bien emballé. C'est juste que j'ai constaté que la version française du 4K ne comportait pas la version longue d'un quart d'heure supplémentaire qui est disponible sur le 4K américain. Et sachant que les 4K ne sont pas zonés et qu'on a toutes les versions dessus, version française. Alors, il n'existe pas de version française pour la version longue, mais il existe une version originale sous-titrée français. Et il y a la version française de la version cinéma sur le Blu-ray 4K américain. Donc je l'ai renvoyé et voilà, je me suis fait gentiment rembourser. Donc il n'y a pas la version longue, il n'y a pas les deux versions sur le 4K français. Donc sachez-le si vous désirez en faire l'acquisition, parce que moi je voulais le Blu-ray pour avoir au moins les deux versions, donc je vais le commander outre-Atlantique. Effectivement, c'est très important de le savoir parce qu'en général, les versions sont identiques en France. Oui, mais c'est ça, ouais. En plus, c'est une édition 40e anniversaire. Il y a à peu près le même visuel. En tout cas, dans le steelbook. Après, la version amarrée, c'est pas la même. Donc, surtout, du coup, vous nous encouragez à faire marcher les avions et les bateaux. On va faire de l'import. C'est quand même dommage. Alors, effectivement, écologiquement, c'est discutable. Non, mais c'est quand même dommage pour une œuvre comme ça qui est disponible. Ils auraient pu mettre je comprends pas la deuxième version. Je comprends pas l'idée. Surtout que c'est un film attendu. Oui, mais puis ils l'ont fait outre-Atlantique. Alors, je crois. Alors, par exemple, les Italiens, eux, ont les deux versions. Par contre, je crois que. On n'est pas souvent bien lotis en France. Par contre, je crois que les Anglais n'ont que la version ciné aussi. Ah. Alors, je sais pas je sais pas quelle est la politique derrière tout ça, là, mais voilà. Donc, déception. Du coup, je ne l'ai pas vu. Enfin, je ne l'ai pas revu en 4K, donc je ne sais pas ce qu'il vaut en 4K. Mais voilà, donc petite déception, mais bon, c'est reculer pour mieux sauter, j'aime bien cette expression. Du coup, je récupérerai la version américaine, puisque comme ils ne sont pas zonés, les 4K. Manuel encore. Voilà. Donc, coup de cœur 4K. Oui. Alors, j'ai un... C'est pas vraiment un coup de cœur 4K, mais... On en parlait tout à l'heure, d'être pris pour des vaches à lait. Il y a une réédition de Mad Max Fury Road en 4K dans un coffret Titan of Cult avec les versions Blu-ray et surtout il y aura la version Black and Chrome. Et moi c'était celle-là. En 4K ? Alors non, visiblement non, c'est que sur le support Blu-ray. Ils sont pas foulés donc. Voilà. Non mais bon, c'était le coffret qui rassemblait le tout. Moi j'ai que le 4K et en plus j'ai le boîtier 4K de base avec que le 4K. Donc toi éventuellement tu vas juste racheter l'édition single Black and Chrome qui coûte plus grand chose aujourd'hui. Je pense pour avoir une idée de la vision du truc. Je dirais que c'est l'intérêt du coffret, c'est qu'il rassemble l'ensemble des versions, même s'ils auraient effectivement pu mettre la Black and Chrome en 4K. Et rajouter des bonus. Alors ça, je sais pas s'ils ont... Je crois que c'est les mêmes. Et c'est bien dommage. Ouais. Alors après, pour moi, les bonus, ils étaient pas folichons sur l'édition de base. Justement, pour une édition Titan of Cult, je trouve que mais ils ont rajouté un goodie là, un truc, une espèce de plaque là, écrit Nux là, ou je sais pas quoi dessus. Enfin bon, sans intérêt. Non, vrai coup de cœur pour ce mois de juillet, c'est l'édition du film de Steven Spielberg, La Guerre des Mondes. La Guerre des Mondes, coup de cœur.
Pareil pour moi. Bah, coup de cœur pour moi aussi. Coronavirus, les gars. Ouais. Maintenant. La Donc voilà, Guerre des Mondes. bah moi, alors sachant que moi la Guerre des Mondes, je l'ai vu qu'une fois et au ciné à l'époque. Donc je l'ai pas revu depuis. Oh, tu vas donc, te régaler à le revoir. donc je suis 15 ans plus curieux, tard. curieux de le revoir. Ouais, de le revoir. Sacré univers visuel. Mm. Sacré film. Puis blockbuster le plus sombre de tous les temps, peut-être. Oui, à une époque, effectivement. Il y avait beaucoup de grains sur le Blu-ray de la Guerre des Mondes. J'attends de voir moi ce qu'ils vont faire avec le 4K, sachant qu'il y a des très bons retours venant des États-Unis. Mais on va le recevoir et je pense qu'on fera un test sur la chaîne de ce film. Donc voilà, je tease un petit peu une prochaine vidéo. Quand vous pensez à la Guerre des Mondes, quelle est la scène qui vous vient directement en tête à l'esprit ? Moi, c'est le train en flammes. C'est-à-dire ? Je crois qu'ils cherchent à s'échapper. Ils arrivent au niveau d'un passage à niveau. Je sais plus s'ils sont en voiture ou à pied, parce que comme dit, moi, ça remonte les souvenirs. Et à un moment donné, donc ils sont à un passage à niveau. Ils sont obligés d'attendre que le train passe. On entend le ting 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 de la cloche là, et le train passe à toute vitesse et il est en flammes. Et il y avait cette vision apocalyptique d'horreur. Ça pouvait rappeler. Moi, ça m'a rappelé des films comme L'Armée des Morts, tu vois, un côté même limite des zombies, c'est vraiment l'enfer sur Terre. Quoi. L'apocalypse. Et cette image-là, pour moi, je l'ai trouvée magnifique. Je trouvais que c'était une idée de génie pour montrer l'effroi. C'était vraiment l'illustration pour moi de l'effroi, c'était cette scène-là, quoi. Puis en même temps, c'est quand tu connais Steven Spielberg aussi, à mon avis, Un train en flammes, pour un mec qui a réalisé la liste de Schindler, c'est quand même très évocateur. Même la manière dont les personnes se désagrègent, se désintègrent, ça rappelle une certaine époque très très sombre dans l'histoire. Et à mon avis, c'est pour ça que Spielberg a choisi ça. D'ailleurs, c'est certainement pour ça aussi qu'il adapte West Side Story, puisque le personnage de Maria, en fait, a des origines juives et elle a survécu en fait à la Shoah aussi à la base. Donc j'espère que ça parlera de ça aussi, parce que la judéité de Spielberg, c'est une des choses les plus intéressantes dans son cinéma. Et je suis vraiment curieux de voir comment il va adapter ce thème-là à West Side Story aussi. Effectivement. Jules, toi, il y a une scène comme ça qui te revient en tête de la Guerre des Mondes ? Ouais, bien sûr, il y a la séquence de l'arrivée des grandes structures, on va dire, des tripodes, l'invasion, voilà, où on voit les gens courir vers la caméra et un homme qui filme comme ça et la caméra tomber au sol et on voit donc dans la caméra DV l'image des tripodes qui se rapprochent de nous et puis les premières désintégrations qui sont quand même très marquantes parce que c'est d'une brutalité et d'une violence assez inégalée dans le monde du blockbuster. Tout à fait. Moi, c'est rigolo parce que c'est la première qui me revient, c'est l'image de Tom Cruise en train de jouer au baseball avec sa fille dans son jardin. Et il y a également les premières ébréchures du bitume. Vous savez, juste avant que les tripodes arrivent, justement, c'est des images qui me reviennent vraiment en tête. Et également la scène dans la voiture, quand ils essaient de s'échapper. Tout à fait. On voit Tom Cruise accrocher les jambes de son fils. Tout à fait. C'est assez marquant. Ouais, c'est assez marquant et donc c'est assez significatif là encore du cinéma de Spielberg puisque on est dans l'attente, dans le suspense. Ouais, bien sûr. Puis la dispersion de la famille aussi, qui revient continuellement. Mais en effet, tu as raison, dans tout le rapport au suspense, à l'évocation de la menace, de la peur. C'est ça, parce qu'au final, c'est pas la menace en elle-même qui est intéressante, c'est vraiment tout ce qui l'entoure. En parlant de ça, vous aviez vu la première adaptation de La Guerre des Mondes, c'est des années 50 je l'ai pas vu, moi. Non plus. Parce que je crois qu'il a où il va, mais je crois qu'il a été réédité en 4K justement. D'accord. Ce film-là. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est une curiosité parce que je l'ai pas vu. Ouais. Donc peut-être s'offrir les deux. Là. J'ai entendu moi des extraits radiophoniques de La Guerre des Mondes de Orson Welles, mais j'ai jamais vu le film. Ouais. Mais en effet, d'ailleurs, l'utilisation de la pellicule rappelle évidemment cette époque-là, des années 50, des films de monstres de série Z quasiment. Ouais, c'est volontaire, effectivement, tu fais bien de le rappeler parce que je parlais de grain tout à l'heure, c'est un grain qui est complètement volontaire de la part de Spielberg. Et puis de toute façon, Spielberg est un aficionados de la película. De la pellicule. Voilà. Hormis Ready Player One, il a fait tous ses films. Il a fait tous ses films en pellicule. Un gros cool. Donc, un petit cool. La seule fois où il a utilisé le numérique, c'était pour Ready Player One, et c'est parce que c'était justifié, puisque c'était un film justement qui parlait de ce passage-là vers l'âge numérique. Voilà. Très bien.
Sur ce fou rire de Franck, nous allons conclure cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. Pensez à partager, hein, ça nous aidera à partager cette vidéo. Et puis pensez à activer la petite cloche. Ding ding. Franck, fais ton regard le plus méchant, s'il te plaît, envers la caméra. Et activez, s'il vous plaît, votre cloche. Sinon, ça va barder. Salut. Bientôt.